Bonjour, aujourd'hui on va regarder les plateformes. Donc c'est la première partie du cours. La deuxième partie du cours, on va la faire en mode synchrone et on va regarder les études ludiques, autrement dit le jeu vidéo. Donc les plateformes, ce sont des éléments qui sont étudiés autant en communication qu'en études sur les sciences et techniques. On peut combiner plusieurs approches ici pour les étudier. L'approche qu'on va regarder en premier, c'est une approche qui nous vient vraiment des études des sciences et techniques. Plus tard dans le cours, on va regarder une approche qui est un peu plus familière aux communications, tout en étant une approche qui se maintient très bien dans le cadre des sciences et techniques. C'est ici qu'on voit pourquoi les sciences et techniques peuvent aider beaucoup les communications dans l'étude des médias émergents. Vous allez le voir parfaitement aujourd'hui. Avec les études ludiques et le jeu vidéo, c'est moins évident où les communications rentrent, même si on pourrait dire que les communications font partie du jeu vidéo. Mais on va voir ça en personne quand on va se rencontrer. Donc, c'est quoi une plateforme? Une plateforme, c'est un espace informatique, évidemment, où plusieurs utilisateurs utilisent des logiciels et d'autres systèmes d'information dans un espace commun. C'est une définition qui nous vient du professeur en communication qu'on appelle Tarleton Gillespie. Mais dans sa définition initiale de qu'est-ce qu'une plateforme, M. Gillespie a aussi regardé 4 sortes de plateformes traditionnelles pour essayer de nous aider à comprendre qu'est-ce que les plateformes aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle les plateformes informatiques, il y a ce qu'on appelle les plateformes ou les espaces, je devrais dire, architecturaux, il y a ce qu'on appelle les espaces figuratifs et il y a ce qu'on appelle les espaces politiques. Pour comprendre c'est quoi les 4 formes de plateforme, je vais vous demander de revenir au mot plateforme, à la base de qu'est-ce que c'est qu'une plateforme. Donc, M. Gillespie nous parle évidemment des espaces informatiques que nous connaissons tous, mais il nous dit qu'il y a plus que ça, que le mot plateforme qu'on utilise pour les plateformes informatiques est un terme qui a été utilisé ailleurs auparavant. Donc, on parle d'espaces architecturaux. Qu'est-ce qu'il veut dire par des espaces architecturaux? Ce sont des espaces surélevés sur lesquels on se tient ou sur lesquels nous mettons des choses. Donc, ça nous sert de tremplin. Il y a ce qu'on appelle aussi les espaces figuratifs. Donc, c'est un espace dans les idées. Donc, ce n'est pas un espace physique, c'est un espace imaginé qui fait référence au premier niveau sur lequel on bâtit quelque chose d'autre. Donc, on va bâtir un empire, on va bâtir une idéologie à partir d'une plateforme de base. Vous pouvez appeler ça un manifeste. Donc, quelle est l'idéologie de base? Quelle est la base, la structure sur laquelle nous allons construire une idée, une utopie ou une dystopie? Finalement, on a ce qu'on appelle les espaces politiques. Donc, on parle de la plateforme du premier ministre Trudeau. On parle de la plateforme de M. Trump. Donc, on parle de l'idéologie, on parle des idées qui sont mises à l'avant par des gouvernements, par des politiciens pour faire changer les choses dans nos sociétés. Donc, sa plateforme, ça va être son livre, ça va être l'ouvrage, ça va être les écrits sur lesquels ils vont baser leur politique pour faire changer nos sociétés. Avant d'aller de l'avant, je vais te demander de réfléchir à 3 exemples de chacune des formes de plateformes ou des espaces que l'on discute jusqu'à maintenant. Donc, trouve-moi 3 espaces informatiques, 3 espaces architecturaux, 3 espaces figurés et 3 espaces politiques. C'est beaucoup de travail, mais au cours suivant, on va discuter de quelques-uns des exemples qui auront été choisis par les étudiants. Mais j'aimerais que toi, tu fasses ce travail pour être capable de trouver plusieurs plateformes parce que c'est le genre de question d'examen qui va revenir.
Je souhaite que tu sois capable de comprendre la différence entre les diverses sortes d'espaces, de plateformes, et d'être capable de les nommer, de les utiliser dans une question. Maintenant, on va revenir sur les espaces informatiques, qui sont le type de plateforme que l'on regarde principalement. Donc, c'est quoi cet espace informatique? Si je lis la définition, c'est une infrastructure qui supporte la conception, le design et l'usage d'applications particulières telles qu'un équipement informatique, le hardware, un système d'exploitation, un dispositif de jeu vidéo, un appareil mobile ou même un disque numérique. Un exemple de ça, c'est Windows ou la dernière version du système d'exploitation de Apple. Je ne me rappelle plus du nom. C'est un chat quelque part, je ne sais plus c'est quel chat. Android est aussi une plateforme sur laquelle beaucoup de développeurs peuvent créer des applications cellulaires que nous téléchargeons sur nos propres téléphones. En parlant d'Android, en parlant de Windows, en parlant de Apple, tout de suite, j'ouvre la porte à un phénomène que nous connaissons tous, qui sont les guerres entre les plateformes. Donc, entre Windows, Microsoft et Apple, il y a une guerre de plateformes. Il y a aussi une guerre de plateformes entre Android et iOS, le système d'exploitation pour les iPhones et les iPads de Apple. La guerre que l'on connaît le mieux en termes de plateforme, c'est la guerre des années 80 entre les Mac de Apple, les PC de Microsoft. Il y a aussi les guerres entre les consoles de jeux vidéo qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui, entre le Nintendo, le Sega, Sony, Microsoft. Il y a aussi des guerres entre les engins de recherche sur Internet pour savoir lequel on va utiliser de préférence. Vous savez que moi, je préfère DuckDuckGo, mais il y a encore Yahoo, il y a Bing qui appartient à Microsoft et évidemment celui que beaucoup d'entre vous utilisez, Google. Il y a aussi les guerres entre les furteurs ou les browsers qu'on utilise pour aller sur le web. Pourquoi est-ce que j'appelle ça une plateforme? Parce que c'est une plateforme parce qu'il y a beaucoup d'applications tierces qu'on peut installer à partir de ça, mais aussi parce que c'est un lieu de rencontre des gens, des développeurs. C'est un lieu où on peut découvrir le web, les sites web des gens. On peut découvrir toutes sortes de choses à partir d'une plateforme qu'on appelle le furteur ou en anglais le browser. Donc, quand vous utilisez Netscape, qui n'existe presque plus, ou plutôt dans sa forme moderne, Firefox, vous dites quelque chose. Quand vous utilisez Vivendi, vous dites autre chose. Quand vous utilisez Chrome, vous restez dans l'empire Google. Donc, les plateformes peuvent prendre plusieurs formes, même si elles ont un seul propriétaire. Dans le cas qui nous intéresse ici, on pourrait dire que Google possède Chrome pour les furteurs, mais pour les engins de recherche, Google possède évidemment Google Search. Pour les téléphones cellulaires, Google possède Android. Vous voyez qu'il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles Google peut s'implanter et prendre le contrôle. Et en face de Google, qui est-ce qu'on a? On a Microsoft qui possède Bing comme engin de recherche, mais possède aussi Internet Explorer ou Edge pour furteurs et aussi la plateforme qu'on utilise sur nos ordinateurs qui est Windows. Google a sa propre plateforme aussi, qui est Chromium. À côté, nous avons aussi Apple, qui possède Safari comme furteur, mais qui possède aussi son propre système d'exploitation pour les ordinateurs, sa propre plateforme pour les engins cellulaires mobiles, tels que le iPad ou l'iPhone.
on l'appelle iOS. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de compétition sur plusieurs types de plateformes en même temps. Donc, beaucoup de manufacturiers se font des guerres constantes pour aller chercher notre utilisation de leur plateforme. Et le plus d'utilisateurs qu'ils ont sur leur plateforme, le plus, évidemment, qu'ils ont du pouvoir et qu'ils gagnent cette guerre constante de la plateforme entre eux. Vous savez, une des guerres qui m'intéresse le plus, moi, c'est la guerre des systèmes d'exploitation mobile. Je crois que je l'ai dit souvent, ma plateforme préférée, moi, pour les téléphones cellulaires, c'était WebOS qui appartenait à Palm. Mais il y a aussi d'autres plateformes qui ont existé dans les années 2000 et 2010 qui ne sont plus maintenant, comme BlackBerry et Nokia, qui elles aussi étaient très compétitrices à leur époque, mais elles ont perdu la guerre des plateformes. Et aujourd'hui, les seules plateformes qui nous restent sur les téléphones mobiles d'importance sont Android et iOS. Il y a aussi une guerre entre les plateformes dans les médias sociaux. On a vu dans les années 2000 et 2010 la guerre entre Facebook, MySpace, Google Now qui est maintenant défunt, il y a Reddit qui reste encore et il y a Twitter. Vous saviez qu'il y avait beaucoup de compétiteurs à l'époque de Reddit. On appelait ça des social bookmarking à l'époque. Mais il en reste plutôt un qui fonctionne plus que les autres, c'est Reddit. Quand vous allez prendre le cours de socialisation dans les médias émergents, on va rentrer en plus de détails sur les compétiteurs de Reddit. Il y a Twitter qui est dans ce qu'on appelle le microblog, qui est la plateforme qui domine encore. Il y a d'autres plateformes de microblog qui existent, mais la plus importante, c'est Twitter. Et maintenant, dans des espaces spécifiques que sont les médias sociaux, il y a plusieurs guerres qui se font entre Google, qui veut établir un peu YouTube, on pourrait dire, toutes sortes d'autres plateformes, des trucs associés. Il y a Facebook qui fait toujours la guerre contre Twitter et Google. Donc, on a plusieurs guerres à plusieurs niveaux. On a des plus petits joueurs comme Reddit et on a des grands joueurs comme Facebook ou Google. Et on a les intermédiaires comme Twitter. Donc, les guerres des plateformes sont des guerres qui sont connues. Pourquoi on utilise un tel et non pas l'autre? Il y a toutes sortes de raisons. Mais quand on choisit une plateforme, on donne du pouvoir à celle-là. Donc maintenant, je vais te demander de faire un autre travail de réflexion. J'aimerais que tu me trouves 3 exemples de guerres de plateformes que je n'ai pas mentionnés ou qui ne sont pas dans les diapositives qu'on a vues avant. On va les partager au prochain cours en mode synchrone. Dans ta réflexion, j'aimerais que tu penses aux annonceurs, aux gens qui viennent sur ces plateformes, aux développeurs et ensuite, évidemment, aux utilisateurs. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent sur les plateformes. Il n'y a pas seulement les utilisateurs, il y a les annonceurs, mais il y a aussi les développeurs qui développent des plugins ou des petits logiciels pour aider à faire fonctionner la plateforme principale. Donc, pense à tous ces gens-là qui participent à la plateforme et pourquoi le choix d'une plateforme et la guerre entre les plateformes sont tellement importantes. Pense aux moyens que les développeurs, les propriétaires de ces plateformes utilisent pour diffuser, pour annoncer, pour promouvoir leur plateforme versus les autres. Qu'est-ce qu'ils font pour être capables de nous garder avec eux? Dans les exemples que tu fais, je vais te demander de ne pas le partager avec le reste de la classe. Parce que si à l'examen, je vois que tout le monde a les mêmes 3 réponses, tout le monde va avoir 0. OK? Je ne veux pas que vous partagez les informations entre vous. J'aimerais que vous fassiez votre travail individuellement, votre propre réflexion. Le but de l'exercice est de vous faire réfléchir et non pas de partager une réponse parmi tout le groupe. Parce que, encore une fois, si je vois que toutes les réponses sont les mêmes à l'examen, oui, c'est le genre de questions qui vont revenir à l'examen. Parce que c'est des questions qui sont très faisables, très faciles à faire.
Mais si je vois que tout le monde a la même réponse à peu près et les mêmes exemples exactement, ben, tout le monde va avoir 0. Je ne veux pas que tout le monde ait 0. Alors, garde tes réponses pour toi et essaie de trouver quelque chose de vraiment particulier dans l'égard des plateformes. Une des particularités des plateformes, c'est qu'elles offrent un espace numérique commun sur lequel des tiers peuvent développer et améliorer la plateforme de base. Donc, quand on est sur iOS ou Android, comme développeur, on peut développer des applications mobiles ou cellulaires qui font juste rehausser l'attrait de la plateforme. On peut créer des jeux, on peut créer toutes sortes de calendriers, des applications qu'on peut utiliser au jour le jour. Le développeur intelligent peut créer pour les deux plateformes, mais créer pour les deux plateformes veut dire qu'on déploie 2 fois la même énergie. Il y a des plateformes pour lesquelles certaines choses sont plus faciles à faire. Faire du jeu vidéo sur iOS est un peu plus facile que le faire sur Android. Cependant, quand on est sur iOS, Apple prend une plus grande partie des profits des tiers. Vous savez maintenant qu'il y a une guerre entre un producteur de jeux vidéo et Apple, justement sur ce cas. On parle ici de Epic Games et de son jeu Fortnite et la plateforme iOS d'Apple. Il y a aussi des applications sur d'autres sortes de plateformes comme Facebook où il y a des jeux et d'autres choses qu'on peut faire, d'autres applications qu'on peut utiliser. Il pourrait y avoir des filtres qu'on peut appliquer sur des images qu'on a dans nos galeries. Qu'est-ce que les plateformes font? C'est qu'elles établissent un langage commun pour tous les développeurs et les utilisateurs. Donc, quand on va sur cette plateforme, on sait, comme utilisateur, à quoi s'attendre. Et le développeur sait comment développer pour cette plateforme, pour toucher les clients de cette plateforme. Les plateformes, en théorie, donnent une protection à certains risques informatiques parce qu'il y a une forme de sécurité qui est maintenue. Sauf que ça peut aussi être un espace où on peut profiter et même voler et prendre les informations des gens à leur insu, comme dans le cas de Cambridge Analytica, qui a créé une application qui prenait les informations personnelles des utilisateurs et de tout leur réseau. Donc, la plateforme elle-même, Facebook dans ce cas ici, peut restreindre l'accès à certaines données des utilisateurs, mais peut aussi permettre à des tiers de prendre d'autres données. Donc, c'est un jeu entre les deux. Chaque plateforme décide ce qu'elle veut partager ou pas avec des tiers. Revenons sur les espaces architecturaux. Donc, on a parlé d'une plateforme surélevée sur laquelle se tiennent des choses et des êtres vivants. Il y a plusieurs exemples comme un quai ou un plongeon qu'on veut plonger dans une piscine. Une plateforme, ça peut être quelque chose de créé artificiellement ou quelque chose qui est créé par un animal ou un être humain. Donc, le barrage de Castor, exemple commun. Ça peut être aussi naturel, ça peut être un amas de roche à quelque part. Une plateforme peut avoir plusieurs usages. Ça peut avoir un usage unique, comme une plateforme pétrolière dans l'océan, ou ça peut avoir plusieurs sortes d'usages, comme une scène de théâtre qui pourrait servir à du théâtre, de la musique, une remise de diplôme. Quand on regarde une plateforme comme un espace figuré, on la voit comme une fondation à quelque chose d'autre. Donc, c'est comme un événement qui nous permet de passer à autre chose, ou c'est la base, on pourrait dire, d'une formation ou d'un départ, d'un chemin, d'une aventure qui nous permet d'aller plus loin. Donc, la plateforme est vraiment la base de départ, la fondation qui nous permet d'accéder à autre chose. Cette plateforme, on peut dépasser son niveau ou trouver que son niveau est trop élevé.
Peut-être que le niveau de notre cours est trop élevé maintenant. Donc, on dirait que la plateforme de base pour comprendre les médias émergents dans le programme de communication est trop élevée. Ou on pourrait dire le contraire, que la plateforme qui nous sert à comprendre les médias émergents dans le programme de communication n'est pas assez élevée. Quand on parle des espaces politiques, on dit qu'un politicien endosse une plateforme. C'est une définition qui nous vient de la plateforme sur laquelle les politiciens d'antan se plaçaient pour être capables de parler aux foules. On va même parler des planches d'une plateforme, d'un programme, pour dire ça c'est un jalon important, ça c'est une planche importante de la plateforme de tel parti. On peut dire d'une plateforme qu'elle n'est pas assez environnementale, qu'elle est trop à gauche, trop à droite. Maintenant, vous devez vous demander pourquoi est-ce qu'on passe toutes ces formes de plateformes, tous ces espaces différents quand on parle principalement de médias émergents. C'est parce qu'on utilise les 4 espaces pour parler des plateformes. Quand on va faire une analyse, on va utiliser ces 4 formes de plateformes pour analyser notre plateforme. Donc ici, on va faire un exemple ensemble où on va étudier YouTube comme une plateforme. Donc, on va regarder son côté informatique, son côté architectural, son côté figuré et son côté politique. Pour commencer notre analyse de YouTube comme une plateforme informatique, on peut parler des procédés technologiques, des procédés techniques qui sont utilisés sur cette plateforme. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous êtes un peu trop jeune pour le savoir, peut-être, vous étiez un peu ado quand ça se passait. Mais avant le iPhone, avant iOS, on utilisait le format Shockwave Flash d'Adobe, qu'on appelait aussi le Swift, sur YouTube. Donc, tous les films, tous les clips vidéo qui étaient sur la plateforme étaient encodés dans le format Swift de Flash qui jouait à partir du lecteur de la plateforme YouTube. Donc, YouTube comme plateforme était un des plus grands clients de la compagnie Adobe, qui était propriétaire de la technologie Flash. Et évidemment, à cause que YouTube a adopté le format vidéo Swift, beaucoup d'autres lecteurs et beaucoup d'autres sites aussi jouaient leurs vidéos en Swift. Disons que YouTube, à l'époque, ses fondateurs ont utilisé la technologie, la technique qui était la mieux adaptée pour jouer de la vidéo. Mais tout a changé le jour où Apple a décidé de ne pas permettre à Adobe Flash d'avoir un lecteur sur le iPhone et a favorisé le format MP4 sur lesquels Apple pouvait percevoir des droits sur toutes sortes d'autres plateformes comme YouTube. Donc, à chaque fois qu'on utilise un MP4, la compagnie Apple, elle, peut percevoir des droits. Donc, vous voyez comment une autre compagnie peut jouer avec une technique pour un peu contrôler les contenus d'une autre plateforme. À l'époque, YouTube a décidé de ne pas utiliser le format OGG, qui est un format vidéo qui existe encore, un très bon format, qui est libre de droit. Si on regarde le débat qu'il y a eu entre le format MP4, qu'on pourrait appeler une plateforme numérique aussi, versus le format OGG, eh bien, à l'époque, beaucoup d'entreprises, des grandes plateformes, encore une fois, ont décidé de choisir le format MP4. Une des entreprises ou des organismes, je devrais dire, qui a décidé d'utiliser OGG au départ était le furteur Firefox, créé par l'organisme Mozilla. Donc, eux, chez Mozilla, tout ce qu'ils veulent faire, ils veulent que tout soit libre de droit. Ils ne veulent pas avoir à payer des redevances à Apple. Donc, ils ont choisi que sur le furteur Firefox, qu'on puisse utiliser le format vidéo OGG. Cependant, parce que Firefox était minoritaire sur le web,
à un moment donné, Mozilla a été obligé de se rallier au format MP4, qui était le format dominant. Et même si que OGG est encore supporté et libre de droit, pour être capable de faire jouer tous les vidéos sur tous les sites, dont YouTube, qui est une plateforme importante pour n'importe qui utilise un furteur, que ce soit quelqu'un qui utilise Edge, Firefox, Chrome, Safari, Vivendi, les gens de chez Mozilla ont été obligés de se rallier et de permettre à leurs utilisateurs de pouvoir jouer les formats MP4 qui étaient diffusés sur la plateforme de YouTube. Donc, on peut dire que YouTube a joué un rôle pour forcer la main à Mozilla. Maintenant qu'on sait que YouTube est une plateforme importante sur Internet, sur le web, beaucoup de bandes passantes est utilisée par YouTube. C'est une plateforme importante. Combien d'heures vous passez sur YouTube chaque jour? Qui devrait payer pour la bande passante qui est utilisée par les utilisateurs de YouTube? Est-ce que YouTube devrait payer pour ou est-ce que nous, les utilisateurs, nous devrions payer pour cette bande passante puisque YouTube est une plateforme incontournable? Vous savez qu'un des succès aussi du premier iPhone était l'application YouTube sur le premier iPhone. C'est ce qui a permis le déploiement du premier iPhone parce qu'il y avait des applications super le fun, dont YouTube. Je ne crois pas que s'il n'y avait pas de YouTube, que l'iPhone aurait été si populaire au départ. C'est un peu ironique quand on sait que YouTube appartient à Google et que plus tard, Google a décidé de développer Android comme compétiteur à iOS, au iPhone. Et pourtant, on remarque que YouTube est encore sur le iPhone, sur le iPad. C'est encore disponible comme application. Apple aurait pu bloquer, mais non. Apple n'oserait même pas bloquer. C'est trop important que de bloquer YouTube. Pour comprendre YouTube comme une plateforme architecturale, on doit un peu s'inspirer de l'architecture de l'information. On n'a pas encore regardé qu'est-ce que l'architecture de l'information. On va le faire dans la deuxième partie du cours sur les sciences de l'information. Mais pour être capable d'analyser le côté architectural de YouTube, on doit se baser sur des notions d'architecture de l'information. Donc, dans l'architecture de YouTube, on ne peut pas télécharger une vidéo. Donc, quand on parle d'architecture ici, on veut dire l'organisation de l'espace, l'organisation de l'information sur cette plateforme. Donc, ce n'est pas la même chose que de parler du réseau, des boulons, des circuits. On parle ici de l'organisation du contenu sur la plateforme, qui n'est pas nécessairement informatique. Donc, on parle d'information et non pas d'informatique comme telle, malgré que l'informatique est une forme d'information. Donc, on voit ici que YouTube favorise le format streaming. Qu'est-ce que le format streaming en termes d'architecture de l'information? C'est un format qui empêche l'usager de sauver le vidéo localement sur son ordinateur. Donc, le vidéo reste dans la cache du furteur et une fois que la cache est vidée, on perd le vidéo. Donc, il n'y a pas un téléchargement du contenu à partir de YouTube. Si vous voulez télécharger des clips de YouTube, je vous suggère d'aller chercher certains plugins. Il faut faire attention, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont un peu plus dangereux en termes de sécurité de l'information. Une autre façon de comprendre l'architecture de YouTube, c'est que c'est une plateforme qui est assez ouverte aux usagers, ce qui veut dire que n'importe qui peut déposer un contenu sur YouTube. Plusieurs d'entre vous l'avez déjà fait dans certains de mes cours, ou vous allez le faire plus tard dans d'autres cours que vous allez avoir avec moi. Vous allez créer des contenus que vous allez déposer sur YouTube.
Si on regarde le côté architectural aussi, on peut comprendre la stratégie de comment est-ce que YouTube redistribue les revenus qui sont collectés à partir des vidéos qui sont projetées aux audiences. Donc en 2017, YouTube a changé la configuration, donc pensez encore une fois architecture, de comment est-ce que les producteurs de vidéos allaient être rémunérés pour les vidéos qu'ils mettent en ligne. On pourrait dire tout simplement que YouTube a décidé de prendre une plus grande partie de la tarte et d'en laisser beaucoup moins aux producteurs. Pour comprendre YouTube comme une plateforme figurée, on peut comparer YouTube à autre chose. Est-ce qu'on peut dire que YouTube est une forme de télévision? Est-ce que je suis capable d'écouter des émissions et même de me faire interrompre par des commerciaux, par des annonces constamment pendant que j'écoute un contenu? On sait que même maintenant, on peut écouter du contenu en direct, comme les élections qui vont se passer aux États-Unis. Vous pouvez les écouter sur un poste de télévision. Et si un d'entre eux diffuse leur information sur YouTube en direct, vous pouvez prendre le même contenu à partir de YouTube. Est-ce que YouTube remplace la radio? Ben, avec YouTube Music, on pourrait dire que oui. Il y a une forme de balado-diffusion, de podcast qu'on peut même retrouver sur YouTube. Souvent, on va voir des images qui sont là ou de la musique, mais c'est vraiment le son qu'on écoute. C'est pas vraiment l'image qu'on regarde. Donc, on peut laisser YouTube jouer dans l'arrière-plan et juste écouter les discussions, la musique. Est-ce que YouTube, comme une plateforme figurée, peut remplacer le théâtre, le cinéma? Oui, surtout qu'on peut brancher notre ordinateur ou même notre téléphone à un plus grand écran et même avoir une espèce de cinéma maison. On peut acheter des films directement sur YouTube et les écouter, les visionner directement sur la plateforme. On peut dire donc que YouTube est une plateforme figurée du sens que YouTube peut remplacer la télévision, la radio et d'autres médias. Donc ici, on pourrait faire une comparaison de YouTube comme une plateforme figurée, une télévision dans un sens figuré, une radio dans un sens figuré. Donc pas nécessairement la radio ou la télévision que nous connaissions autrefois, mais une nouvelle forme de radio, une nouvelle forme de théâtre, une nouvelle forme de cinéma, une nouvelle forme de télévision. C'est ce qu'on appelle l'espace figuré. Donc, ce n'est pas nécessairement ce que c'est vraiment, mais c'est ce que cela nous suggère. Et voilà comment on fait une analyse de YouTube comme une plateforme figurée. Si on veut analyser YouTube comme un espace politique, il faudrait comprendre quels sont les objectifs, quelles sont les idéologies que YouTube aimerait promouvoir. Donc, on sait déjà que YouTube aimerait que tout le monde reste le plus longtemps possible sur sa plateforme. Mais si on va dans le sens concret de la politique, on pourrait parler de plusieurs points politiques que l'on peut retrouver chez YouTube. On peut parler de la censure sur YouTube. Il y a des contenus qui sont bannis, il y a des contenus qui sont cachés. Il y a des contenus qui nécessitent une vérification de l'âge de l'auditeur avant de pouvoir avoir accès. C'est des décisions politiques à chaque fois qu'il y a de la censure ou qu'on cache certains contenus, que la plateforme décide de cacher certains contenus et non pas les producteurs qui déposent leurs films sur YouTube. C'est un choix politique qui est fait. Oui, on peut dire que c'est pour la protection des gens, des enfants. Oui, mais c'est quand même un choix. L'outil de suggestion de YouTube, il y a une volonté politique de l'entreprise, de Google ici, comme je l'ai dit, de vouloir nous garder le plus longtemps. Et on met un algorithme qui essaie de déterminer qu'est-ce qu'on aime et de nous redonner la même chose
Il y a eu plusieurs problèmes avec l'algorithme, que quand on laissait l'outil de suggestion automatique de YouTube, qu'on finissait souvent par du contenu un peu néo-nazi ou l'équivalent même du côté noir, anti-blanc. Il y a beaucoup de ces contenus-là sur YouTube dans les deux côtés. L'outil de suggestion de YouTube peut être très pernicieux à ce niveau-là. Les suggestions de YouTube sont assez cocasses des fois. Quand j'habitais à Toronto, j'avais un voisin qui était du sud-est de l'Asie. Donc, j'avais du contenu, des fois en chinois, en mandarin, et des fois, j'avais du contenu en pakistanais. C'était un peu comique parce que, évidemment, je ne suis pas de ces origines-là. Et pourtant, les annonces de la Banque de Montréal me venaient en mandarin ou en pakistanais. C'est un peu comique. En même temps, mes voisins, eux, recevaient des annonces en français. Pourquoi? Parce que mon iPad sur lequel j'écoutais la plupart de mes vidéos sur YouTube est en français, même à Toronto. Donc, mes amis recevaient, parce que j'habitais dans une résidence durant mon doctorat, eux recevaient des suggestions et des annonces en français. C'était à cause de moi. Ici au Saguenay, je reçois des annonces en français et en anglais, et c'est un peu bizarre. Il y a beaucoup de questions qui sont posées sur la quantité de contenu canadien qui est suggéré aux auditeurs canadiens sur YouTube. Donc, l'algorithme de suggestion qui détermine si l'usager est au Canada ou ailleurs a moins tendance à suggérer des contenus canadiens aux Canadiens. Il y a ce qu'on appelle aussi le contrôle des États sur le contenu sur YouTube. On sait que bien avant la COVID, il y avait des contenus que les gouvernements voulaient que soit que YouTube le contrôle ou soit que YouTube les retire. On peut contrôler les débats sur YouTube en éliminant les commentaires qui viennent en dessous des vidéos. Mais maintenant, avec la pandémie, quand vous parlez de pandémie, quand vous parlez de COVID-19, souvent, YouTube va vous mettre une note en dessous de votre vidéo, quand vous êtes un producteur, pour vous indiquer qu'il faut faire attention avec le contenu que vous mettez en ligne et pour aussi indiquer à vos auditeurs qu'il y a des informations plus sérieuses sur la COVID et voici le lien et les ressources où aller voir. Maintenant, avec la pandémie aussi, il y a des contenus sur la COVID propres aux Canadiens, aux auditeurs canadiens, qui sont suggérés de façon permanente sur certaines versions de YouTube. Comme moi, j'utilise YouTube sur mon iPad très souvent, il y a beaucoup de contenu qui est toujours en deuxième ligne sur mon iPad, dans mon application, qui a rapport avec du contenu canadien, des instructions canadiennes sur la COVID. Qu'est-ce qui se fait au Québec sur la COVID et ainsi de suite, ou en Ontario. C'est ça constamment. Il y a une certaine politisation des contenus YouTube comme espace, comme plateforme. Donc, on ne peut pas dire que YouTube est neutre. Les développeurs, les propriétaires de YouTube ont pris des décisions pour orienter les audiences dans une direction ou une autre, leur donner certains contenus au lieu d'autres. J'en ai parlé plus tôt, mais je vais le répéter ici clairement. Quand on considère les plateformes, il faut considérer les interactions entre divers groupes et les plateformes. Donc, premièrement, il y a les usagers. Pour les usagers, la plateforme est un lieu de rencontre avec d'autres usagers
c'est aussi un endroit où il y a la génération de contenu dans ce qu'on appelle la culture participative. Donc, la culture de créer du contenu et non pas seulement de le consommer. Nous allons explorer la culture participative plus tard dans le cours, dans la section sur les sciences de l'information. Il faut aussi considérer les annonceurs et les publicitaires qui, eux, financent les plateformes pour pouvoir capter l'attention des mêmes usagers qui viennent. Donc, le plus d'usagers, le plus d'annonceurs seront intéressés. Chaque plateforme doit faire attention pour ne pas submerger les usagers d'annonces. Donc, doivent garder une certaine balance, un certain équilibre entre le contenu publicitaire et le contenu que les usagers sont venus consommer ou sont venus pour produire, parce qu'on parle encore une fois de culture participative. Il faut aussi regarder ce qu'on appelle les clients. Par les clients, on parle ici des développeurs, des tiers qui vont créer des plugins et d'autres sortes d'applications qui utilisent soit le contenu de la plateforme ou qui rehaussent ou qui ajoutent plus de fonctionnalités à la plateforme. Ces gens-là peuvent souvent devenir des compétiteurs même de la plateforme, mais c'est aussi des collaborateurs potentiels de la plateforme. La plateforme doit protéger ses usagers de ces clients-là pour ne pas que leurs données, comme dans le cas de Cambridge Analytica, soient utilisées de façon frauduleuse par ses clients. Jusqu'à maintenant, nous avons regardé le cadre théorique de Gillespie. Il y a un autre cadre important que je vais juste mentionner ici, c'est le cadre de la société de la plateforme de José van Dijk. Cette chercheuse néerlandaise dirige une équipe à Amsterdam et aux Pays-Bas en général qui étudie les plateformes d'un côté politique. C'est un mélange de STS et de communication. Donc, pour cette équipe de recherche qui est dirigée par Van Dijk, les plateformes sont des espaces capitalistes où il y a plusieurs enjeux économiques, politiques se décident là où plusieurs groupes se rencontrent. Ces plateformes elles-mêmes ont un certain pouvoir sur les sociétés qui se développent à partir de ces plateformes. Donc, on peut regarder une plateforme comme Airbnb et il y a beaucoup de groupes qui s'affrontent. On peut parler ici d'une forme de précarité des gens qui doivent louer leur sofa la nuit à des étrangers pour être capables de joindre les deux bouts. C'est une forme de marchandisation de l'espace et du temps du commun. Mais avec la pandémie, on voit que toute cette structure, toute cette société, toute cette économie interne qui appartenait à Airbnb s'est effondrée du jour au lendemain. Donc, on voit que les plateformes peuvent être affectées par des grands mouvements, évidemment, mais que, en plus des plateformes elles-mêmes, ce sont tous leurs utilisateurs qui sont affectés. Donc, les clients ont décidé de rester à la maison durant la pandémie. Alors, tous les gens qui louaient leur condo, leur maison, leur chalet, et les plus pauvres qui louaient leur chambre ou des fois leur sofa pour une nuit pour une vingtaine de dollars, eh bien, tout ça s'est effondré du jour au lendemain à cause de la pandémie. Ces plateformes, dans les travaux de Van Dijk, on voit qu'elles ont un certain pouvoir. Le fameux GAFAM que vous connaissez tous déjà, elles ont un pouvoir sur nos sociétés. Et c'est vraiment le cadre d'étude où se dirige le groupe de recherche de Van Dijk. On pourra aller plus loin, mais si ça vous intéresse, ceux qui voudraient faire leur étude sur un des ouvrages de Van Dijk, vous pouvez m'en parler et je vais vous signaler où trouver l'ouvrage en particulier.
Je ne l'ai pas inscrit dans la liste de lecture, mais c'est le genre de livre qui serait parfait pour un cours comme le nôtre, pour le travail final. Le dernier concept très important que nous devons comprendre, et ça va faire partie de l'examen, et c'est quelque chose qu'on va étudier dans le cours Socialisation et dévoilement des médias sociaux encore en plus de détails, si vous prenez le cours avec moi la session prochaine, c'est ce qu'on appelle les plateformes ouvertes et les plateformes fermées. Donc, c'est quoi une plateforme ouverte? C'est une plateforme où on peut modifier, nous comme usagers, on peut modifier le contenu. On peut modifier, on peut mettre, retirer, partager facilement des contenus. On peut même modifier l'outil, l'engin même, à certains niveaux. On a un certain contrôle sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, quand on a un PC, on a un certain contrôle sur notre ordinateur. On ne peut pas changer le code de Windows en arrière, mais on peut installer n'importe quel logiciel qu'on veut en général. On peut le retirer. On peut facilement échanger des documents. On peut changer les applications par défaut, comme je peux changer Outlook comme mon client de courriel par Thunderbird facilement. Je peux changer Edge comme client par défaut, mon furteur, par Firefox, sans problème. C'est ce qu'on appelle une plateforme ouverte. Une plateforme fermée, c'est une plateforme où on ne peut presque rien modifier. Dès qu'on change quelque chose, la garantie, comme quand on a un engin qui nous vient de chez Apple souvent, est brisée. Sur le iPad, sur l'iPhone, si je veux rajouter des photos, si je veux rajouter des images, de la musique, des vidéos sur mon téléphone, sur ma tablette, je dois passer par iTunes. Il n'y a pas d'autre moyen pour mettre du contenu sur mon iPad, sur mon téléphone, que passer par iTunes. Et si je veux sortir ce contenu et le mettre maintenant sur mon ordinateur, je dois encore une fois passer par iTunes. C'est ce qu'on appelle une plateforme fermée. Les plateformes fermées ont plus de contrôle sur le contenu, donc plus de sécurité. Mais en même temps, les possibilités des usagers sont limitées. Donc, il y a moins de choses qu'on peut faire avec une plateforme fermée. Pour distinguer les plateformes ouvertes des plateformes fermées, on peut regarder le contenu. Sur une plateforme fermée, le contenu est propriétaire. La plateforme, les logiciels, tout est propriétaire. On ne peut rien modifier. Sur une plateforme ouverte, on peut modifier les choses. Quand j'utilise Firefox, je peux modifier presque totalement l'interface de mon Firefox, toutes les options. J'ai des options plus limitées sur Safari. Est-ce que je peux modifier le code, l'infrastructure, la mécanique en arrière de mon iPad? Pas beaucoup. Est-ce que je peux modifier le code sur mon téléphone Android? Probablement. Donc, on parle d'une plateforme dont l'infrastructure, la mécanique est plus ouverte. Est-ce que je suis capable de changer la pile sur la plupart de mes téléphones Android? Dans le temps, oui. Les iPhones, maintenant, on ne peut presque pas changer les piles. Il faut envoyer le téléphone à la manufacture et ça nous revient. Un argument des plateformes fermées, c'est qu'on veut protéger et s'assurer de l'expérience saine des interactions entre les usagers et l'engin. Donc, on veut contrôler l'expérience pour que ce soit la meilleure et qu'elle soit sécure. Sauf que, en fermant la plateforme de cette façon, on enlève aussi le choix et la liberté à l'usager de modifier et d'avoir des interactions comme bon lui semble. Les plateformes ouvertes favorisent ce qu'on appelle la générativité ou
l'innovation. Donc, on peut créer plus d'inventions, on peut changer, on peut créer plus d'applications, on peut expérimenter avec notre plateforme quand elle est ouverte et faire des belles découvertes. Les plateformes fermées, elles, ne favorisent pas les changements. Les changements viennent seulement du manufacturier et non pas des usagers. Les plateformes fermées sont plus fragiles à la compétition. Si on les ouvre du jour au lendemain, elles sont plus à risque. Les plateformes ouvertes, elles, aiment la compétition. C'est la compétition qui leur permet de rester à jour et actuel pour leurs usagers. Et c'est tout pour les plateformes. Donc, la prochaine fois qu'on va se voir, on va parler des études ludiques ou le jeu vidéo. On va apprendre à étudier qu'est-ce que le jeu.